Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer un plan d'expérience. Les plans d'expérience sont très utiles pour obtenir les diagrammes de dispersion, mais également pour en déduire un métamodèle qui permettra par la suite de remplacer un modèle physique coûteux. Pour cela, il faut d'abord définir le modèle. J'ai pris ici le modèle d'une poutre qui subit une force verticale en son milieu. Elle est définie par 5 paramètres d'entrée et de sortie. Nous allons maintenant créer le plan d'expérience. Il y a 3 façons de créer un plan. Soit en important un plan prédéfini, soit en créant un plan factoriel complet, soit en créant un plan probabiliste. Je vais détailler une à une les deux créations de plans. Tout d'abord, le plan factoriel complet. Sous forme de tableau, il faut d'abord sélectionner toutes nos entrées ainsi que leurs bornes supérieures et inférieures. Il y a ensuite 3 manières de définir les valeurs, soit en choisissant le nombre de niveaux, soit en imposant un incrément. On peut également rentrer toutes les valeurs qu'on veut tester à la main en cliquant sur les 3 points, puis ajouter et modifier la valeur. Pour le plan probabiliste, il est nécessaire au préalable d'avoir créé le modèle probabiliste. Si ce n'est pas le cas, se référer à la vidéo Définition du modèle probabiliste. 3 choix s'offrent à nous. Le plan LHS, Latine Hypercube Sampling, le plan Monte-Carlo, et le plan quasi-Monte-Carlo, qui est une suite à faible discrépance. Le plan Monte-Carlo se base sur un tirage aléatoire des points suivant la loi définie dans le modèle probabiliste. Les points ne sont donc pas forcément remplis uniformément dans l'espace. Si le plan d'expérience contient peu de points, il est possible que des zones de l'espace soient relativement vides. Contrairement à cela, LHS et quasi-Monte-Carlo permettent de bien répartir les points dans l'espace. Lorsque beaucoup de points sont générés, la différence entre ces 3 plans d'expérience est moindre. Ils peuvent être utilisés de façon similaire. Pour cet exemple, je vais choisir un plan quasi-Monte-Carlo. Il est conseillé pour la taille d'échantillon de multiplier par 30 le nombre de paramètres, 5 pour nous, ce qui nous donne 150 échantillons. Bien sûr, cela reste un ordre de grandeur, vous pouvez générer plus ou moins de points selon votre besoin. Dans les paramètres avancés, il est possible de choisir la valeur de la graine du générateur aléatoire. Nous allons maintenant évaluer le plan. Pour cela, clic droit sur le plan d'expérience. Puis, évaluer le plan. Il faut d'abord choisir les sorties. On a la possibilité de choisir la taille de bloc qui est en lien avec la parallélisation que nous avons cochée dans la définition du modèle Python. Elle permet de choisir la taille d'échantillon à calculer en simultané. Je la choisis ici égale à 3. Nous allons maintenant lancer l'analyse. On a d'abord l'onglet Résumé. On a bien une taille de 150. On a également les estimations de la moyenne de l'écart type. On a aussi le coefficient de variation, l'écart type sur la moyenne. La symétrie, skewness en anglais, décrit la forme de la distribution, en particulier si les queues de distribution sont symétriques ou non. Sa valeur vaut 0 quand elle est symétrique, elle est positive si la queue est plus longue à droite. L'aplatissement, kurtosis en anglais, permet également de décrire la forme de la distribution, mais cette fois-ci, elle est plutôt pointue ou plate. La valeur de référence est 3 pour une loi normale. Plus la valeur est faible, plus la distribution est plate. On a également le premier et troisième quartile, avec la possibilité de calculer d'autres quantiles. Attention, si on choisit une probabilité trop faible ou trop élevée, il n'y aura pas assez de points pour pouvoir calculer le quantile. L'onglet PDF-CDF permet un retour visuel sur ces valeurs, mais également de vérifier que les lois des paramètres d'entrée sont bien respectées. L'onglet boîte à moustaches effectue une transformation de telle sorte à avoir une moyenne nulle et un écart type unitaire. Elle permet de comparer la dispersion des sorties entre elles. Ici, on ne peut ne sélectionner que nos deux sorties, V et I. Ayant des sorties plutôt continues et régulières, on ne voit pas de grande différence ici. L'onglet Dépendances contient la matrice de corrélation de Spearman, contenant la sortie
elle permet de voir quelles entrées ont de l'influence sur nos deux sorties. Bleu si négative, orange si positive. Les valeurs proches de -1 ou 1 indiquent une forte corrélation. On peut également faire le rapprochement de cette matrice avec la matrice vue dans l'onglet Dépendance du modèle probabiliste, qui elle par contre ne contient pas la sortie. Il y a également l'onglet Table, qui contient toutes les valeurs de nos paramètres et de notre sortie. Il est possible de l'exporter en effectuant un clic droit sur le tableau ou sur le bouton Exporter. On peut également les trier par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur l'entête du tableau. Cela peut être utile pour ensuite sélectionner les valeurs de V les plus grandes et voir si elles ont un lien avec les paramètres. Faisons-le. Je sélectionne les valeurs de V les plus grandes et quand je vais sur l'onglet Graphique de Cobweb, on remarque que ces valeurs correspondent à des valeurs de F grande. Point important, les onglets sont liés. En effet, les sélections sont reportées sur les autres graphiques. Pour le graphique de Cobweb, il est également possible de faire une sélection des valeurs en faisant un clic gauche sur un axe vertical et en choisissant une plage de données. Pour avoir les valeurs réelles de nos paramètres, il faut décocher la case Espace de rang. Les rangs sont définis à partir d'une transformation des valeurs en fonction de leur position dans l'échantillon. Cela permet d'observer les données dans un espace peu sensible aux valeurs elles-mêmes et où l'influence des valeurs extrêmes ou aberrantes est limitée. L'onglet Tableau de diagramme de dispersion apporte les liens entre les différentes entrées et les sorties. Comme tout à l'heure, on peut choisir de décocher la case Espace des rangs. On peut afficher par exemple le diagramme V en fonction de F en cliquant dessus. Pour sélectionner des points, il faut faire une sélection avec un clic droit. Cela peut être utile pour sélectionner un point aberrant et regarder de quelle combinaison de paramètres il provient. L'onglet Diagramme de dispersion permet de voir le graphique en plus grand et également de sélectionner différents points grâce au clic droit puis CTRL. Les deux derniers onglets récapitulent le paramétrage utilisé pour générer ce plan d'expérience.